Et donc pour commencer la première session, les premiers échanges, j'invite à me rejoindre sur la scène Étienne Agenot qui est responsable pour l'étude et stratégie chez Terra, Léa Barelli qui est chef de projet chez Buitex, Cécile Martin qui est responsable innovation et recyclage chez Refashion et enfin Marie-Soudré Ricard qui est cofondatrice de The 8 Impact. Alors installez-vous tous et toutes dans le sens que vous souhaitez, peu importe, il n'y a pas de sens. Donc pour une première session consacrée donc aux perturbateurs et aux facilitateurs du recyclage, puisque Refashion organise régulièrement des webinaires consacrés à l'éco-conception, et dans la foulée de ceci, l'idée c'est de voir qu'est-ce qui facilite ou au contraire qui complexifie le recyclage des textiles d'habillement, des linges de maison et des chaussures. Mais on va plus particulièrement se consacrer pour l'instant sur les textiles. Avec vous, Étienne Agenot, donc je disais, vous êtes responsable pour l'étude et stratégie chez Terra. Terra, c'est donc un bureau d'études et de conseil expert en économie circulaire. Et donc, vous avez été mandaté par Refashion pour effectivement évaluer quels sont les perturbateurs, qu'est-ce qui vient gêner le tri de ces fameux textiles, quelles sont les méthodologies que vous avez utilisées et quels sont éventuellement les résultats dont vous pouvez déjà nous faire part. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui pour cette journée. Donc effectivement, nous avons réalisé avec Refashion une revue des perturbateurs et facilitateurs au recyclage des textiles d'une part et des chaussures d'autre part, en considérant les avancées les plus actuelles des technologies de recyclage, qui sont des choses qui, comme vous le savez, évoluent très rapidement. Donc l'étude s'est appuyée sur un balayage des éléments disponibles, bien évidemment, en bibliographie, et aussi sur la conduite d'entretien auprès d'un certain nombre de parties prenantes de la filière aval, donc des acteurs du tri, du surtri, de la préparation et du recyclage. L'étude s'est attachée également à qualifier autant que possible les impacts des différents éléments recensés dans les différentes voies de recyclage. On y reviendra tout à l'heure. Alors, voie de recyclage qu'on illustre ici sur ce schéma de la chaîne de valeur du recyclage des TLC. Vous avez à gauche, en gris, les étapes préalables de collecte et de tri des TLC que vous connaissez tous. Et puis, la partie qui nous intéresse, à droite en orange, avec les différentes étapes. Donc, depuis la première, l'étape de surtri pour recyclage, jusqu'à l'étape finale de réincorporation de la matière recyclée, en passant par les étapes intermédiaires, préparation, recyclage. Donc ces différentes étapes en orange peuvent être chacune perturbées par différents éléments qui vont constituer les articles textiles et chaussures. Alors qu'est-ce qu'on appelle des perturbateurs au recyclage? Ce sont des éléments qui vont perturber les process de recyclage, voire les rendre impossibles dans certains cas, ou encore qui vont dégrader la qualité de certaines matières recyclées. Donc, on classe ces perturbateurs en deux grandes catégories. Les perturbateurs externes, d'une part, qui vont être les éléments externes cousus sur l'étoffe du textile ou sur les composants de la chaussure, cousus ou collés, et les composants internes, d'autre part, qui vont être les éléments constitutifs ou structurels de l'étoffe principale du textile ou du composant de la chaussure. Donc, ces éléments vont varier en nombre, en composition, selon la volonté des designers. Ils vont être soit fonctionnels, soit purement esthétiques, ou alors avoir les deux caractéristiques. Et donc, en complément des perturbateurs liés à la conception des articles, on va également retrouver d'autres types de perturbateurs qui vont être liés cette fois-ci à l'utilisation des articles ou à leur collecte, comme l'humidité, la pollution chimique, les traces de peinture ou d'huile, ou encore des corps étrangers, cailloux, chewing-gum, clous, plus spécifiquement dans le cas des chaussures, qui vont là aussi perturber certaines étapes de recyclage. Alors, à titre d'illustration, au sein des perturbateurs externes, on va retrouver les éléments que vous voyez ici à l'écran, donc des attaches, zip, boutons, agrafes, boucles, des étiquettes, des puces RFID, des éléments fonctionnels comme des bandes antidérapantes, baleines, des cambrions pour les chaussures, des éléments purement esthétiques comme les paillettes, les broderies, les pompons, et sans oublier des composants électriques et électroniques externes, comme par exemple les batteries qu'on retrouve pour certains pulls avec des LED, ou des dispositifs chauffants. Alors, fort heureusement, ces perturbateurs externes sont des éléments séparables, donc qui vont être généralement retirés lors d'une étape de préparation au recyclage qu'on appelle le délissage.
soit manuellement, soit par voie mécanisée. Les perturbateurs internes, eux, sont par essence des éléments inséparables, parmi lesquels on va retrouver des éléments liés aux fibres, comme la présence d'élastane, ou de fils métallisés, des éléments structurels de l'étoffe, des éléments liés aux produits finis, à l'ennoblissement, et parmi lesquels on va également retrouver des composants électroniques, cette fois-ci non amovibles, comme les LED ou encore des capteurs intelligents qu'on peut retrouver dans certaines chaussures. Alors, je laisse la parole à Cécile sur les facilitateurs. Effectivement, puisqu'après avoir vu donc, ce qui venait perturber, l'idée c'est aussi de voir ce qui peut faciliter avec vous, Cécile. Oui, donc fort heureusement, il y a aussi des facilitateurs hors cyclage. Donc ils sont peu nombreux, mais ils ont le mérite d'être simples et efficaces. Donc en premier lieu, il faut d'abord que les articles soient secs et propres, sinon il n'y a aucune voie de recyclage qui est possible. D'après ce que Étienne vient d'expliquer juste avant, donc c'est qu'on ait peu ou pas du tout de perturbateurs hors cyclage, donc les composants externes ou les composants internes. Ce qui va grandement faciliter aussi le recyclage, c'est qu'on ait des informations fiables et accessibles sur les articles. Donc en premier lieu, la composition matière qu'on retrouve souvent sur les étiquettes des vêtements, mais beaucoup moins sur les chaussures. Mais aussi des informations sur le type de colorant, les finitions éventuelles sur les tissus. Et ça, on n'a pas l'information qui est donnée sur les articles. Enfin, on a aussi des éléments qui peuvent faciliter le désassemblage, comme des cols ou des fils thermofusibles qui permettent de récupérer les différents composants d'un vêtement ou d'une chaussure. Donc, je vais repasser la parole à Étienne pour qu'on voit un petit peu plus en détail pour les textiles. Merci Cécile. Alors effectivement, en synthèse, il faut retenir un peu sur les perturbateurs pour les textiles, les éléments identifiés comme les plus pénalisants qui vont perturber l'ensemble des voies de recyclage recensées sont ceux que vous voyez à l'écran ici avec les croix rouges, donc les fils métalloplastiques ou fils métallisés qui sont très difficilement gérés aujourd'hui par les procédés actuels. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Les composants électriques et électroniques, en particulier ceux qui ne sont pas amovibles, qui vont être à l'origine notamment de risques de départ de feu. Les apprêts induction impression, sequins paillettes présents sur la totalité ou une surface significative du vêtement, perturbateurs aussi dans toutes les voies de recyclage, et puis les perturbateurs externes en métal ou plastique, qu'on appelle aussi les fameux points durs, lorsqu'ils sont en nombre significatif, qui donc vont conduire à une quantité importante de déchets à éliminer et une plus faible quantité de matière à recycler. En complément, il y a également, bien évidemment, d'autres perturbateurs significatifs. On peut citer les mélanges de plus de 2 matières différentes qui vont perturber certaines étapes, comme le surtri optique ou d'autres voies de recyclage mécanique ou chimique. La présence d'élastane, lorsqu'elle est en proportion supérieure à 5%, là aussi perturbateur dans plusieurs voies de recyclage. Et puis le noir de carbone aussi perturbateur sur le surtri optique. Alors vous aurez dans le rapport complet qui sera publié très prochainement, bien évidemment beaucoup plus de détails sur ces résultats et en particulier le degré détaillé de perturbation de chaque élément recensé dans le cadre de l'étude pour chacune des voies de recyclage. Donc vous verrez, les résultats vont quand même assez loin à ce niveau-là. Et donc les facilitateurs au recyclage des textiles, donc comme vient de le mentionner Étienne, ce sera les composants internes au textile, donc un taux d'élastane si possible moindre, voire absent. Pas de fil métalloplastique, pas de paillettes, pas de strass, pas d'impression par flocage ou d'induction all over, donc sur toute la surface du vêtement. Et au niveau du produit fini, c'est idéal évidemment si le produit est monomatière, monocouche. Et dans le cas du défibrage pour la filature, s'il est également monochrome, qu'on puisse bien le classer dans une catégorie de tricouleur. Pour le délissage, c'est évidemment plus simple si on a tous les perturbateurs externes, donc les fameux points durs qui sont regroupés sur une même zone.
Et surtout et enfin qu'on ait la traçabilité des informations qui composent le produit, principalement la composition matière. Ça, c'est quasiment une liste au Père Noël. Hein. Ah oui, mais surtout le dernier point là, qui pourrait être mis en place avec le fameux passeport produit, mais qu'on ait plus d'informations que la composition matière, ce serait... Oui, là, c'est la liste au Père Noël. Très bien. Je reprends la parole. On vous propose de passer aux chaussures, donc, qui ont également été investiguées, comme vous l'avez compris, dans le cadre des travaux. Alors, sur les chaussures, juste en introduction, rappelons qu'il y a 2 grandes voies de préparation recyclage qui existent sur les chaussures aujourd'hui. Donc, le broyage de la chaussure entière pour surtri et valorisation des broyats derrière, et puis l'autre grande voie de séparation de la tige et de la semelle pour valorisation de chacun des constituants séparément. Et donc, ce que vous voyez à l'écran, ce sont les perturbateurs les plus pénalisants pour l'ensemble de ces voies de recyclage qu'on a pu identifier dans le cadre des travaux avec les acteurs. Donc on va retrouver les composants électriques et électroniques qui peuvent être présents dans les chaussures et des pièces métalliques et plastiques présentes sur la tige et la semelle des chaussures, comme les plaques métalliques, des fermetures à glissière ou les cambrions, qui vont compliquer les étapes de broyage et générer des quantités significatives de déchets à éliminer. Il y a également d'autres perturbateurs qu'on a déjà un peu cités, donc les corps étrangers, cailloux, chewing-gum, clous, qui vont là aussi dégrader la qualité de la matière recyclée. Également les articles mouillés et souillés qui peuvent être des contaminants pour le gisement recyclé, donc il va convenir de retirer ou d'isoler. Et puis on va retrouver la problématique du noir de carbone également. Donc là aussi, sur les chaussures, vous aurez dans le rapport complet tous les détails sur les degrés de perturbation de chacun des éléments recensés dans les différentes voies de recyclage. Donc au niveau des facilitateurs, donc on retrouve des facilitateurs au niveau du produit fini, donc un peu comme les textiles. Hein, si la chaussure est monomatière, c'est idéal, mais c'est rarement le cas. Auquel cas on demande à ce que au moins la tige, donc le dessus de la chaussure ou la semelle soit monomatière, chacune dans leur matière. Dans le cas de la semelle, il faudrait aussi que la semelle soit monobloc. On voit souvent des sneakers qui sont composés de 2 parties de semelle, et c'est souvent de 2 matières différentes. Donc la tige et la semelle de la chaussure, si elles peuvent être également assemblées par une colle ou un fil thermofusible, ça facilite grandement la séparation tige-semelle avant le recyclage. Et on retrouve effectivement l'absence de points durs, hein, comme pour les textiles, sur les chaussures. Ça aussi, ça va faciliter le recyclage. Et comme pour les vêtements et linge de maison, si on a aussi la traçabilité et la communication de la composition exacte de ces chaussures, et c'est un point important parce qu'on a juste des petits symboles, vous les avez certainement vus sur vos chaussures, mais ça ne donne pas exactement la matière exacte. Donc, en résumé, donc là, on vous a fait un petit top 7, je crois, des pires perturbateurs au recyclage pour les textiles et les chaussures. Donc, on retrouve donc les fils métalloplastiques ou fils métallisés et les composants électriques et électroniques qui tous les deux peuvent causer des départs de feu en recyclage et pour lesquels on a introduit chez Refashion des pénalités maintenant depuis 2025, depuis le début de l'année. On a également tout ce qui va être finition, donc les apprêts, les inductions, les impressions par flocage thermoplastique, les paillettes, les sequins sur toute la surface. Les points durs en grand nombre, les multimatières au-delà de 2, l'élastane au-dessus de 5%, et bien sûr, les articles qui sont mouillés ou souillés n'espèrent pas pouvoir être recyclés ensuite. 2025, c'est assez récent, les pénalités que vous avez introduites? Oui, là, depuis le début de l'année. Et c'est quelque part ce qui va vous permettre d'essayer d'atteindre la fameuse liste au Père Noël. Père Noël, c'est facile, un papier, un crayon et on a les cadeaux. Là, c'est un peu plus compliqué. Donc les pénalités, c'est vraiment le seul moyen qui permet
autant que possible d'atteindre des produits faciles, et je mets bien des guillemets, à recycler? C'est un moyen, en tout cas un moyen de pression financière, mais on va aussi surtout faire de la pédagogie et justement c'est là que je vais pouvoir passer la parole aux intervenantes qui vont expliquer plus en détail pourquoi ça pose problème ensuite dans les voies de recyclage. Alors effectivement, puisque mesdames, vous êtes là comme des témoins, puisque donc je le rappelle, hein, donc Léa Barelli, vous êtes chef de projet chez Buitex. C'est un industriel donc qui propose des matériaux isolants pour le bâtiment à base de textiles recyclés. Et puis vous, Marie Soudré-Ricard, qui est donc cofondatrice de The 8 Impact, industriel dont l'usine est localisée à Bourg-en-Bresse pour la production d'élastomères issus de matières recyclées. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est parmi tout ce qu'on a listé, est-ce que vous reconnaissez certains perturbateurs auxquels vous êtes confrontés et qu'est-ce que ça engendre chez vous, dans vos process, dans vos méthodes? Bonjour, comme on le signifiait, nous on est fabricant d'isolants éco-responsables à partir de TLC. Donc pour que vous puissiez situer le propos par rapport aux perturbateurs, on est sur de l'effilochage. C'est quoi? C'est des gros cylindres à dents qui vont venir gratter les matières textiles et linge de maison pour en refaire de la fibre. À partir de là, on a 3 grandes familles de perturbateurs qui vont nous empêcher de produire. On a les lames métalloplastiques qui soit se cassent quand elles sont de mauvaise qualité et produisent du déchet et tombent sous nos machines, soit elles sont de très bonne qualité et là, elles vont venir s'enrouler autour des cylindres et provoquer des échauffements des plastiques. Ensuite, on a aussi l'élastane, comme c'était signifié, puisque imaginez par exemple un legging de sport, pareil, il va venir s'entourer autour de nos cylindres et il va provoquer soit des casse-machines, soit des pannes. Et enfin, on avait la grande quantité de points durs. Je me permets d'ajouter qu'on a aussi le diamètre qui est décisif parce qu'un point dur, c'est quoi? C'est un rivet, une fermeture, etc. Et avec les tendances actuelles, on a des gros points durs qui dépassent une pièce de 2 € et qui abîment les machines qu'on utilise. Et ça, c'est problématique. D'accord, donc ça c'est vraiment sur le process de transformation, effectivement ça vient abîmer vos machines. Est-ce que par ailleurs, du fait que les matériaux isolants, une fois qu'ils sont fabriqués, en fait ils sont planqués quelque part dans les murs, derrière des placos, des BA13, enfin peu importe, on n'est pas là pour parler bâtiments, est-ce que ça pose néanmoins quand même un problème lié sur le produit, par rapport au produit fini? Pour le métalloplastique, tout à fait, parce que nous, on vend un produit coton isolant thermique et quand le poseur ou le client va apercevoir des bouts de lame métalloplastique, et niveau marketing, pour nous, sur la mise sur le marché, c'est pas top. Et ça peut être, par exemple, des réclamations, des retours clients, au même titre que les haute visibilité qu'on appelle HV, tout ce qui est brillant ou fluo, le consommateur, il n'en veut pas. D'accord, donc effectivement une vraie problématique pour votre industrie. Et quant à vous, Marie, je disais donc que vous produisez des élastomères issus de matières recyclées, donc on devine que vous êtes plus touché par les perturbateurs sur les chaussures. Oui, tout à fait. Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'avec Léa, on a réussi à travailler sur un isolant qui permet en fait de trouver une solution pour la tige des chaussures. Puisque nous, en fait, Alors, qu'est-ce que c'est que la tige des chaussures? Je suis pas persuadé que tout le monde... Je ne sais pas si tout le monde sait, mais c'est la partie haute, en fait, des chaussures. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais comment est-ce qu'on y arrive? Parce que justement, on essaye d'enlever un maximum de ces perturbateurs. Donc nous, on a donc une chaîne de recyclage, une chaîne de régénération des matières qu'on extrait d'articles de sport et loisirs, dont les sneakers. Donc, les collecteurs-trieurs s'occupent de les récupérer, nous font un surtri. Là, je remercie Vosges TLC et Tremplin qui ont participé aux expérimentations parce que ces surtris sont absolument clés. On ne va pas recycler de la même façon une chaussure de course et une chaussure lifestyle. Ça ne va pas passer dans le même process pour des raisons d'ACV et aussi pour des raisons de composition. On ne va pas avoir le même potentiel en fait, de régénération de ces matières. Donc les chaussures arrivent chez nous. Elles vont être broyées, on va faire un déferraillage et ensuite on a breveté une chaîne pour qu'en cette étape, on arrive à séparer les matières. Donc on va avoir d'un côté un caoutchouc sous forme de granulat qui a un taux de pureté à quasiment 100%, un EVA, donc c'est la mousse, qui lui va être décontaminée aux alentours de 95%, et la partie haute de la chaussure. Nous, on gère le tout venant, on gère la vraie vie telle qu'elle est aujourd'hui, donc on est obligé de composer avec.
Et ce caoutchouc, une fois qu'il est sous forme de granulat, alors il peut être régénéré pour être remis dans une semelle ou dans un alliage. S'il était resté au stade de granulat, vous le savez tous, il ne pourrait pas être remis dans une semelle puisqu'il dégraderait énormément les propriétés. Donc s'il revient sur les perturbateurs, on a parlé des batteries au lithium, c'est un vrai stress parce qu'on peut faire flamber une usine. Donc autant vous dire qu'on est sur nos fonds propres, que l'ADEME nous a soutenus, que la BPI nous soutient, que Refashion nous soutient. Donc personne n'a envie de voir ça partir en fumée. Ensuite, les autres éléments, ça va être le PVC. Le PVC, c'est complètement à bannir. Alors, pour plusieurs raisons. Parce qu'il va avoir une densité qui est proche de celle du caoutchouc. Donc, c'est un énorme perturbateur qui va justement entraver la régénération du caoutchouc. La deuxième chose, je crois qu'il y a des gens de Recyclélite dans la salle, c'est qu'on a travaillé sur essayer d'extraire le polyester qui était dans les tiges, et on ne peut pas à cause du PVC. Donc, pour l'instant, la meilleure voie, et on est super content, c'est de faire un isolant, puisque à la fin, le seul juge de paix, c'est la CE. Et c'est ça qui va avoir finalement la meilleure économie d'impact. Et puis, il y en a un autre, c'est le TPU. Et en fait, le TPU, oui, il faut être monomatière, mais pas en TPU, qui est un thermoplastique. Exactement. Pourquoi ? Parce que le TPU, en fait, est une matière qui ne va pas se régénérer à la même température que le caoutchouc. Donc, ça va le perturber. Et quand on va le mettre dans une microniseuse, et nous, on a mis 3 ans à mettre au point une méthode de micronisation qui nous permet de gérer justement ces problèmes de fonte à différentes températures, c'est très compliqué. Alors, dans les chaussures lifestyle, finalement, vous pouvez enlever le TPU et mettre du caoutchouc. Dans les chaussures techniques, c'est compliqué. Vous allez avoir les speed plates qui sont en TPU. Vous allez avoir besoin de ces matières. Donc, si chacun peut se répartir un petit peu sa contribution en termes d'éco-conception à compenser les problèmes perturbateurs, ça serait pas mal. Eh bien, merci pour vos... Et la dernière chose, hyper importante, parce que le rôle de l'éco-conception, en fait, c'est de compenser les problèmes de toxicologie. Aujourd'hui, on reçoit des chaussures qui datent d'avant 2020, qui est le moment où la réglementation REACH s'est renforcée, et notamment ce problème des phtalates. Donc l'éco-conception, toutes les chaussures que vous mettez sur le marché qui sont donc non toxiques, qui sont compliant en fait avec REACH, doivent contribuer à faire baisser cette toxicologie. Et c'est ça, pour nous aujourd'hui, qui sommes à gérer le tout venant et le faire, qui est la mission de Refashion, c'est ça aujourd'hui le rôle de l'éco-conception. Donc ça, c'est plutôt une bonne tendance, effectivement, le fait que maintenant les chaussures soient... C'est hyper important. Justement, s'agissant des tendances, Étienne, tout à l'heure, Geneviève nous parlait effectivement que la fast fashion était arrivée, on va dire, grosso modo, au début des années 2000. Vous, dans votre étude, qu'on découvrira bientôt, est-ce que vous avez analysé qualitativement, mais également quantitativement ? Est-ce que vous avez une trajectoire par rapport à l'évolution de tous ces perturbateurs ? Est-ce qu'ils sont de plus en plus nombreux ? Ou au contraire, est-ce que des outils comme les pénalités financières peuvent déjà constituer un gage comme quoi ça va revenir à la normale ou ça va infléchir la tendance ? Alors on n'a pas dans les travaux fait de quantification bien évidemment précise du point que vous évoquez. C'est vraiment, je pense, quelque chose de très compliqué où il faudrait caractériser plus finement les gisements. Ce qu'on constate quand même, c'est qu'on retrouve un certain nombre de perturbateurs qui étaient déjà largement identifiés il y a une bonne dizaine d'années dans des travaux menés par l'ENSET avec l'éco-organisme là déjà. Il y a certains éléments un peu nouveaux comme le noir de carbone par exemple, mais voilà, il y a quand même la majeure partie des éléments sont toujours d'actualité et je pense que les pénalités peuvent aller dans le bon sens pour contribuer à infléchir la situation. Très bien. Eh bien, écoutez, merci à vous quatre donc pour ces témoignages sur les moyens d'accélérer, de lutter contre les perturbateurs. Merci à vous tous, on peut les remercier.